Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les romans lus pour terminer l'année 2022, donc en décembre dernier. Un mois qui a été plutôt riche en termes de lecture, pas forcément en qualité, en tout cas en plaisir de lecture. En tout cas, je suis contente, j'ai lu pas mal de titres. Juste petit disclaimer, je m'excuse vraiment pour la luminosité, je filme à la lumière artificielle, je n'ai pas tellement le choix, je suis obligée de filmer là maintenant tout de suite, sinon malheureusement je pourrais pas vous mettre comme je le fais maintenant depuis 2 ans une vidéo vendredi, voilà. Donc je filme là maintenant et malheureusement c'est encore l'hiver et voilà, il fait un peu sombre. Voilà, donc j'ai allumé les lumières, mais voilà, ça donne une lumière pas forcément incroyable. C'est pas très grave, je pense. On démarre tout de suite par une grosse déception. J'ai lu La Tour Sombre, le tome 3, Terre perdue de Stephen King, publié chez J'ai lu. Je l'ai lu en lecture commune avec Laurent Lado Vintage. On avait besoin de s'encourager pour lire ce tome 3, puisque les 2 premiers tomes avaient été un peu particuliers. Voilà, ici on y suit Gérald, je crois, pas du tout, Roland de Gilead, un homme qui a pour objectif de découvrir la Tour Sombre, voilà. Et je vais rien vous dire de plus parce que les 2 premiers tomes sont assez particuliers. Alors le premier tome, c'est quasiment des nouvelles. Dans le 2e tome, on a un peu plus d'histoire, on va dire, vraiment en lien avec la Tour Sombre et la quête de Roland. Et ce tome 3, j'ai lu peut-être 30% du roman et j'ai choisi de l'abandonner parce que je trouvais ça trop long, trop obscur, à la fois trop dense et en même temps je comprenais pas forcément grand chose. J'arrivais pas à trouver cette lecture intéressante, j'y retournais vraiment, je peinais beaucoup pour retourner dans ma lecture. C'était alors le tome 1 était un peu perché mais ça allait encore, le tome 2 avait démarré très perché mais finalement après ça s'était bien raccroché et ça allait. Mais là, alors j'ai dit 30%, non pas du tout, je viens de voir sur mes notes que j'ai lu quasiment jusqu'à la moitié, c'est vrai, je vois les illustrations, je les avais passées. C'était trop obscur, trop perché, trop étrange, j'arrivais vraiment pas à raccrocher ce que je lisais avec l'histoire, avec ce que j'en avais compris, bref. Je me sentais perdue et cette lecture était vraiment très désagréable, trop désagréable pour moi. Donc voilà, j'ai fait le choix de l'abandonner. Donc je vais laisser tomber pour le moment la Tour Sombre, je ne lirai donc pas la suite. C'est un petit échec pour moi parce que j'aime beaucoup Stephen King malgré tout. Alors je me dis peut-être que je suis encore un peu jeune, il faut que je m'arme un peu plus, à la fois dans les romans de King et peut-être de manière un peu générale. Donc voilà, je vais mettre de cette série de côté. Je ne dis pas jamais plus jamais. Voilà, peut-être dans 10 ans, 15 ans, je me dirai allez, on retente la Tour Sombre. Et peut-être cette fois-ci, je réussirai à aller au-delà de ce tome 3. En tout cas, la Stéphanie de 2022 a décidé d'abandonner cette série puisque elle n'y trouve pas son compte. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu un service presse. J'ai lu Tisseur d'esprit de Axel Collot. C'est publié chez Noir d'Absinthe. Il me l'avait envoyé il y a un petit moment et donc j'ai décidé de le sortir. Alors ici on va faire la rencontre de Lucie, une jeune demoiselle qui va se réveiller en ayant perdu tous ses souvenirs. Elle va être donc elle est avec Aku, un espèce de petit chat écureuil, je crois que c'est ça, hein, qui la suit et qui va essayer de l'aider à récupérer ses souvenirs. Et en même temps on va faire la rencontre de Zach, un jeune garçon qui est un tisseur. Et qui vit dans ce monde des tisseurs avec sa mère qui dirige une faction, on va dire, voilà, des tisseurs. Alors, ça a été une bonne lecture. Par contre, c'est typiquement un roman qui n'est pas pour moi. Voilà. C'est un roman qui est trop jeunesse pour moi en tant qu'adulte. Vous savez que je lis peu, voire pas de jeunesse. Je crois que j'en ai pas lu du tout sur l'année 2022. J'en lis très rarement. Et c'est vrai que quand je lis un jeunesse, je suis assez exigeante malheureusement, parce que j'ai 45 ans, hein, il y a longtemps que je ne suis plus une jeune demoiselle, hein. Ça date un peu pour maintenant. Donc c'est vrai que quand je lis ce genre de texte, forcément j'ai du mal à les aimer, à les apprécier autant que d'autres. Quand j'ai lu ce roman, ça m'a beaucoup fait penser à Ewilan de Pierre Bottero. Alors déjà c'est bien écrit,
clairement. Je pense que l'autrice a fait ce roman un peu en hommage, puisqu'on a une petite citation au début, voilà. Gardez-vous des chemins sombres, citation de Pierre Bottero. Voilà, j'étais vraiment dans l'ambiance des Willan et de Bottero. Enfin, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, je crois que j'avais lu La quête des Willan il y a peut-être 6 ou 7 ans, quand j'avais découvert Booktube hein, sur YouTube. Tout le monde en parlait avec amour, hein. Pour certains c'est leur Harry Potter, donc j'ai voulu lire Willan. Et ça m'avait pas particulièrement plu, simplement parce que c'est jeunesse. C'est tout simplement jeunesse. Et ici, c'est un peu le même défaut que j'ai finalement. Donc, c'est jeunesse. Donc, pour moi, c'est typiquement adapté si vous avez un jeune lecteur autour de vous qui, pourquoi pas, vient de lire et d'aimer Willan, un tisseur d'esprit. C'est parfait, exactement ça. Ça reste assez lisse. Il y a des facilités, mais bon, à nouveau, c'est normal. Hein, c'est le roman, ça reste un roman jeunesse. Donc, il y a des choses que moi, j'ai vues comme des facilités. Peut-être qu'un jeune lecteur ne le verra pas non plus. Les personnages sont plutôt sympathiques, je trouve que ça va un petit peu vite. Alors, le roman fait aussi un peu, il est assez court, hein, il fait à peine 300 pages, donc ça va assez vite, que ça soit dans les scènes d'action, dans les relations entre les personnages, on s'attache très vite, on est amis pour toujours très très vite, enfin voilà, ça va un peu vite. L'univers magique qui est développé ici, je trouve qu'il est bien fait, l'histoire elle est bien faite aussi, mais toujours pareil, voilà, plutôt pour des lecteurs plutôt jeunes. C'est bien écrit, c'est bien mené. Voilà, si vous avez aimé Bottero, ou si vous avez dans votre entourage un jeune adolescent ou un jeune enfant qui vient de lire Bottero, qui a adoré Willan, tisseur d'esprit, vous pouvez y aller. C'est vraiment, je pense que ça marchera très très bien. Moi malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas aimé particulièrement Willan quand je l'ai lu il y a quelques années. D'ailleurs, je m'étais arrêtée à la trilogie principale des Willan. J'en ai assez peu de souvenirs. C'était sympathique, c'était agréable. C'était pas une mauvaise lecture, mais juste, je ne suis pas la cible. Donc forcément, voilà, avec moi, ça a été un petit peu une lecture un petit peu mitigée. Mais à nouveau, je pense que c'est un titre qui peut tout à fait plaire, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont aimé Pierre Bottero, et également voilà, pour les plus jeunes. Un autre roman qui... Voilà, le remake de Clay McLeod Chapman, c'est un service presse que m'a envoyé Pygmalion. C'est un petit flop, on va pas se mentir. Donc ici, on va démarrer l'histoire en 1951. On va être sur 1950, après je crois qu'on est en 70. On est sur 3 périodes différentes. Hein. Donc on démarre en 1900... en fait... En lisant la 4e, dans les années 30, on est dans le village de Pilots Creek et il va y avoir un drame. Une jeune femme va être accusée de sorcellerie et elle va être brûlée avec sa fille. 20 ans plus tard, un cinéaste va décider de raconter cette histoire dans le cadre d'un film d'horreur, d'un film fantastique, et il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont créer autour de cette histoire une espèce de légende urbaine. 20 ans plus tard, donc on va arriver à peu près dans les années 80, si je me rappelle bien, un autre réalisateur va décider de tourner un remake du film réalisé 20 ans auparavant. Et donc nous, on va suivre en fait un des personnages qui s'appelle Jessica. On va suivre la comédienne qui est censée jouer la petite fille brûlée vive dans les années 30. Et donc on va la suivre tout au long des décennies et des liens qu'elle a avec les différents films qui vont être tournés et des liens qu'elle a avec cette fameuse légende urbaine. Alors le résumé peut vous paraître un petit peu brouillon, je ne suis pas très bien réussi, je pense à vous raconter l'histoire. Donc c'est un flop parce que j'adorais l'idée de démarrage. Donc déjà cette espèce de légende urbaine, je trouvais ça super intéressant. On est dans les thématiques classiques de la sorcellerie, hein, une femme qui finalement est accusée de sorcellerie principalement parce que c'est une femme libre, hein, voilà, et que ça ne plaît pas à tout le monde dans ces petits villages puritains. Donc elle est brûlée malheureusement j'allais dire pour n'importe quoi, oui c'est un peu ça. Donc l'idée de départ j'aimais beaucoup, voilà. Après je trouve, enfin
Et je me suis dit, on a une légende urbaine qui va se créer, on va être un peu autour des films d'horreur. Et effectivement, l'auteur, il exploite bien la thématique autour des films de genre, des films d'horreur, des films de série B. Je trouve que cette partie-là du roman, elle est sympathique et elle aurait pu peut-être être encore davantage exploitée. Malheureusement, une fois qu'on est sorti de l'idée de démarrage et puis de cette thématique un peu autour des films de genre, ben, le roman il tourne beaucoup trop en rond en fait. Il y a des longueurs, on est beaucoup dans la tête du personnage principal féminin que j'ai trouvé mais absolument insupportable, alors que ce qui lui arrive aurait dû me donner de l'empathie pour elle, mais alors pas du tout, elle m'énervait profondément. On est dans sa tête à elle et on ressasse et c'était compliqué pour moi de m'attacher à elle en fait, c'était assez désagréable. Les personnages en fait, alors forcément on va les suivre à chaque fois sur des périodes, les autres personnages sur des périodes assez courtes, donc bah, ça va vite, les personnages sont pas creusés, nous-mêmes à nouveau on n'a pas le temps de s'attacher, finalement on lit tout avec beaucoup de distance. J'ai jamais eu peur, j'ai jamais été effrayée, je le lisais un peu pour ça, parce que je me disais une légende urbaine, film de genre, tout ça, une ambiance un peu fantastique, ça marche pas du tout. Ça m'a donné le sentiment d'un tout ça pour ça, quand je suis arrivée à la fin, ce fameux sentiment qui est particulièrement désagréable. Donc voilà, il y a 4 parties dans ce roman qui sont de moins en moins intéressantes, il y a même des parties qui n'ont aucun intérêt. Il y a un moment des espèces de scènes de fesses qui n'ont aucun intérêt vraiment. Bref, je me suis ennuyée, j'ai pas vu l'intérêt de ce roman, c'est un peu dur, mais malheureusement je vois vraiment pas à qui je pourrais conseiller un roman comme ça, parce que même si le cinéma de genre aurait pu être intéressant, c'est pas exploité, c'est pas utilisé. Voilà, pour moi c'est un flop malheureusement, voilà, j'en suis la première désolée, ça ne l'a pas fait. J'ai terminé une petite série, clairement, voilà, mais j'en ai terminé une puisque en décembre, j'ai lu les tomes 2 et 3 de la série de Lucie Castel et Emily Roy. Non, Alexis Castel, pardon. Et Emily Roy. Lucie Castel, c'est une autrice, rien à voir. Donc j'ai lu Mort le tome 2 et Sang le tome 3. C'est donc publié aux éditions Milady. J'ai un peu les mêmes qualités et les mêmes défauts de ces deux histoires en fait. Hein. Ici, on va être en Suède, on va retrouver un corps dépecé, hein, complètement découpé en long, en large et en travers. Hein. Et ici, on va avoir en Suède une famille qui va être massacrée, retrouvée complètement massacrée. Donc on est sur des thématiques différentes hein, sur ces deux romans, même si on retrouve nos différents personnages principaux. Alors, les deux, hein, franchement, ça a été des lectures. Alors déjà, c'est assez court, ça s'est très bien lu, c'était sympathique, c'était distrayant. Je peux pas dire le contraire, j'ai passé des bons moments à chaque fois. Mais malheureusement, je pense que c'est typiquement le genre de thriller, en tout cas, enfin de roman policier plutôt, que moi je lis mais que je vais oublier très très vite. Déjà là, je galère un peu, je suis obligée de re-regarder la 4e pour me dire « Ah oui, c'est vrai, ça parlait de ça, mais... » J'aurais du mal à aller beaucoup plus loin dans le résumé, c'est pas des romans qui vont me marquer sur le long terme, pas du tout. Donc c'est plutôt des lectures addictives, c'est des chapitres très très courts, on a des alternances à chaque fois au niveau des époques, donc voilà, c'est le classique qui donne du rythme à une histoire. Hein. Mais clairement, je pense que ça ne me marquera pas. Sur les deux également, j'ai eu le même souci avec les personnages parce que je trouve que l'autrice elle introduit quelques nouveaux personnages dans les deux et je trouve qu'elle a un peu tendance à ne pas assez nous les caractériser, ce qui fait que moi j'avais parfois tendance à confondre certains personnages et il y a notamment dans Mort, elle va intégrer un personnage qui a une personnalité similaire à Emily Roy, la profileuse. Et moi, parfois, j'avais tendance à les confondre, en fait. Donc, c'était un petit peu gênant, quand même, en tout cas pour moi. Par contre, dans les deux, vraiment dans les deux, il y a des retournements, des événements que j'ai pas vu venir, qui sont sympas. Et surtout, notamment, dans Sang, il y a une thématique qui est abordée que j'ai très peu lu. En tout cas, moi, dans les romans que j'ai lus, alors c'est vrai que je lis pas énormément de policiers ou de thrillers, c'est une thématique que j'ai peu lue, donc c'était agréable, on va dire, hein, d'évoquer cette thématique. Alors là, pour le coup, dans celui-ci notamment, je trouve que les retours dans le passé n'ont pas
Alors, ils ont un intérêt, mais compte tenu du nombre de retours de passé que l'on a, parce que c'est quasiment, alors peut-être pas un chapitre sur deux, parce que c'est des chapitres très courts, mais les retours dans le passé reviennent très très régulièrement, je trouve qu'il y en a beaucoup finalement pour l'utilité qu'ils en ont dans l'histoire. Voilà. Même si tout ce que l'autrice raconte dans 100 était éminemment intéressant. Et puis dans les 2 tomes, attention, il y a quelques scènes qui sont un peu difficiles, des thématiques abordées qui peuvent heurter certaines personnes. Mais bon, voilà, au moment où vous lisez ce genre de roman, vous savez qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être amenées à vous heurter un petit peu. On le sait quand on lit des thrillers. Donc voilà, globalement, je suis contente d'avoir fini cette série, puisque pour le moment, en tout cas, ces 2 personnages récurrents n'apparaissent pas dans d'autres romans. Enfin, il ne me semble pas. Je ne crois pas. Je relirai du Johanna Gustafsson parce que c'est agréable. Et puis voilà, à chaque fois, les thématiques qu'elle aborde, c'est des thématiques intéressantes. Par contre, comme je le disais, je ne suis pas certaine de m'en rappeler dans un an, quoi. Voilà, donc lecture distrayante sur le moment, mais qui ne me marque pas, qui ne m'impacte pas. Ensuite, j'ai lu un des romans qui fait partie des 25 présélectionnés, non, des 25 sélectionnés du PLIB. C'est Alfie de Christopher Wicks. C'est publié au Diable Vauvert. C'est une lecture commune que j'ai réalisée avec Laetitia du Comte Galaë et Dorian du Comte Monsieur Cabric. Merci à eux de m'avoir accompagnée et de m'avoir proposé cette lecture commune, parce que c'est un roman qui à la base n'était pas prévu. Ici, on va faire la rencontre de Alfie. Alfie, c'est une espèce d'Alexia, puissance 10, et on rencontre Alfie au moment où Alfie intègre une famille, et il va donc découvrir cette famille, ses habitudes, mais également le monde qui l'entoure et le monde dans lequel Alfie existe. C'est un monde ultra connecté. L'informatique, enfin, les intelligences artificielles sont présentes dans tous les différentes catégories de notre vie, que ça soit le travail, la maison, les loisirs, la santé, l'assurance, tout est plus ou moins géré, ou en tout cas toutes les données sont collectées, les organismes utilisent ces données pour augmenter les polices d'assurance, pour les baisser, pour vous dire ce qu'il vaut mieux faire, ce qu'il vaut mieux acheter, ce qu'il ne vaut pas acheter, enfin bref. Voilà, les intelligences artificielles sont partout. Et donc Alfie, c'est l'intelligence artificielle qui va s'installer dans cette famille, et avec Alfie, on va découvrir cette famille. Il y a donc 4 personnes dans cette famille, et voilà, et on va découvrir avec Alfie le monde dans lequel ils vivent. Donc déjà, ce roman a une construction particulière puisqu'on est quasi exclusivement dans la tête d'Alfie du début à la fin, donc c'est assez... Du coup, ça donne un côté un petit peu froid, hein, notamment au début où ça reste une intelligence artificielle, donc forcément il y a assez peu d'émotions, surtout au début. Le roman, il est très court, alors très court, il apparaît pas comme ça parce qu'il fait 400, un peu plus de 430 pages, on va dire, donc malgré tout assez gros, mais voilà, il y a 1 page par jour, et voilà, il y a des choses qui se lisent vraiment très très vite, donc ça se lit hyper vite, c'est assez intéressant à lire. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, il y a quelques petites touches d'humour, en plus Alfie se questionne et du coup questionne le lecteur aussi, hein. Donc il questionne à la fois sur le monde dans lequel il est, des choses qui lui paraissent un petit peu étranges, un petit peu bizarres sur les comportements des humains. Du coup ça nous questionne nous aussi en tant que lecteurs, puisqu'il y a parfois certaines choses qui sont existantes aujourd'hui dans notre monde actuel, on va dire. Donc tout ça, je trouvais ça plutôt positif. Également, cette espèce d'envahissement des intelligences artificielles partout. C'est un peu le cas quand même aujourd'hui. Et il y a un côté très très réaliste dans le roman, puisqu'il y a plein de choses qui, à mon avis, tôt ou tard, on les retrouvera aussi dans notre vie quotidienne. Tout ça, c'était très positif, voilà. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçue, malgré tout, de cette lecture, puisque... finalement, une fois qu'on est sorti de ce contexte de science-fiction avec cette intelligence artificielle, on est dans l'histoire d'une famille assez classique finalement, avec toutes les bonnes et les mauvaises choses qu'il peut y avoir parfois dans des familles, dans des couples, dans ce qui existe. Et ça reste pour cette partie-là encore assez classique. J'ai trouvé que c'était un peu Agatha Christie dans Black Mirror. Enfin voilà, on a une ambiance un peu à la Agatha Christie sur une partie du roman, alors que le contexte général, c'est Black Mirror, quoi. Donc,
voilà, cette chose-là m'a un petit peu déçue parce que finalement j'attendais plus, j'attendais que Alfie ait un rôle supérieur et puis que l'ensemble des intelligences artificielles soit peut-être davantage remis en cause. Enfin voilà, il y a des choses que j'aurais peut-être aimé voir davantage développées qui n'ont pas été à mon goût, voilà, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé ce roman. Je maintiens, c'est un très bon roman, je vous le recommande parce qu'il y a des questions qui sont abordées, même si elles sont classiques, c'est intéressant, la manière dont c'est fait, la construction, elle est plutôt intéressante aussi. Donc c'était un chouette moment de lecture, mais voilà, c'est vrai que j'en attendais un tout petit peu plus et je suis restée un petit peu sur ma faim, mais voilà, c'était un très chouette roman. Et celui-là, je suis vraiment typiquement très contente de l'avoir découvert, oui, grâce au Plib, parce que je l'avais jamais vu avant de le voir apparaître dans les différentes sélections des jurys. Et vraiment, c'est typiquement avec le Plib qu'on arrive à découvrir des très jolis romans comme ça. Et je suivrai l'auteur, je pense, dans d'autres, dans ses publications futures, parce que je trouvais qu'il avait quand même des idées intéressantes. Donc voilà, Alfie, c'était très chouette. Ensuite, j'ai lu un roman et je suis très fière. J'ai lu le tome 3 du Clan des Hautori de Liane Hearn. Donc c'est un petit peu la clôture, on va dire, de la première trilogie du Clan des Hautori et je suis très contente d'avoir lu ce roman. Ici, on va retrouver Takeo et Kaede après les événements du tome 2. Alors ça va être un petit peu compliqué de vous résumer autre chose que ça. On est dans un univers historique chinois, on va dire. Historique japonais plutôt au vu des prénoms, hein, Takeo et Kaede, avec un shogunat, avec des guerres de pouvoir, avec une très forte présence de l'honneur. En tout cas, on est vraiment dans une ambiance asiatique, clairement. Voilà. Tac. Entre l'historique, plutôt ambiance historique dans un monde complètement imaginaire et inventé. Donc je suis ravie d'avoir lu ce tome 3. J'ai retrouvé l'écriture de Liane Hearn, une écriture qui est assez riche, assez dense, une écriture dans laquelle il y a beaucoup de descriptions, assez peu de dialogue et un rythme assez lent, des chapitres qui sont très longs, hein, 60 pages, c'est assez courant. Et moi qui n'aime pas arrêter ma lecture en cours dans plein milieu d'un chapitre, c'est parfois un petit peu difficile. Mais ça, c'était déjà le cas dans les deux premiers. Hein. Peu de descriptions, beaucoup de descriptions, peu de dialogue. J'étais assez contente parce que j'ai pas trop mal raccroché les wagons. Le tome 2, je l'avais lu il y a un petit moment, donc c'était une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à le sortir, ce tome 3. J'avais peur d'être perdue. Finalement, je n'ai pas été tant perdue que ça. Ça aurait pu être bien pire. L'autrice a l'intelligence de faire un petit avant-propos avec les événements principaux des deux premiers tomes. Donc ça, je pense que ça m'a aussi grandement aidé. Messieurs et mesdames les auteurs et les autrices, franchement, n'hésitez pas à nous faire des rappels comme ça au début parce que ça peut parfois nous sauver une lecture, clairement. Donc c'était très appréciable. Alors même si j'ai globalement bien raccroché les wagons, j'ai eu parfois malgré tout un petit peu de difficulté à suivre à cause, voilà, il y a beaucoup de noms de personnages, je me rappelais plus forcément qui était qui avait fait quoi, donc ça des fois j'ai un petit peu, voilà, même si je trouve que l'autrice à nouveau elle a fait quelques rappels, donc c'était plutôt bien fait aussi. Des liens entre certains persos, des fois je me disais alors lui, elle, c'était qui? Ah oui c'est vrai, c'était ça, donc voilà. On a dans ce tome 3 beaucoup de complots politiques qui sont présents, donc si c'est quelque chose qui vous aime pas, que vous n'aimez pas, pardon, sachez-le hein, avant de démarrer cette lecture, beaucoup de complots politiques et parfois j'avais aussi un peu de mal à me dire alors attends ils ont fait ça avant, maintenant ils veulent faire ça, machin, pour ci, pour ça, voilà, c'était un petit peu, des fois j'étais un petit peu perdue par rapport à ça. Je pense que si j'avais lu les deux tomes, enfin les 3 tomes plus rapprochés, ça aurait été plus facile de rapprocher un peu tout ça. Il y a quelques longueurs, je trouve, mais ça, c'est le cas aussi dans les deux premiers. Je pense que c'est aussi un peu lié au style de l'autrice et puis à sa volonté de vraiment de coller au roman asiatique, en tout cas pour ceux que j'ai lus, où ce rythme assez lent, qui est parfois un peu contemplatif, il est toujours un petit peu présent. Et il y a parfois des moments où j'ai eu l'impression de lire un film de samouraï. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de samouraï.
Mais j'avais parfois cette ambiance-là, c'est-à-dire quelque chose de parfois un petit peu lent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'action à toutes les pages. C'est parfois un petit peu contemplatif, mais paradoxalement, on a aussi parfois des combats, et l'autrice, elle n'hésite pas à tuer certains personnages, et à les tuer, on coupe des têtes, on ouvre des ventres, enfin voilà, c'est assez cru, hein. Il y a pas de, on va pas forcément masquer les choses. Et il y a aussi, comme dans les films de samouraï, il y a toute une importance donnée à l'honneur, à la parole donnée, à l'engagement. Et voilà. Donc voilà globalement ce que j'ai pensé de ce tome 3. Je vais lire la suite. Voilà, j'ai le tome 4 et le tome 5. Alors, je crois que chronologiquement, il se passe beaucoup plus longtemps après la fin de ce tome 3. Je vais essayer de ne pas les faire traîner aussi longtemps, mais je suis très contente en tout cas d'avoir lu cette trilogie principale, on va dire, du clan des Otori. Et tant qu'on était dans les trucs que vous avez vus 3000 fois, je suis tellement fière de l'avoir sorti. J'ai enfin lu Visa pour Shanghai de Qiu Xiao Long. C'est le tome 2 des enquêtes de l'inspecteur Chen et c'est publié aux éditions Point. C'est un roman policier. Ici, on va être en Chine dans les années 90. Où l'inspecteur Chen, on va lui demander de servir de guide à une jeune femme, une jeune américaine qui est envoyée par le FBI en Chine pour rejoindre une jeune femme qui doit rejoindre son mari qui a fui la Chine pour partir aux États-Unis. Et cet homme faisait partie d'une espèce de mafia et il a fait un accord avec les États-Unis. En fait, il est d'accord pour participer au procès, mais il veut absolument que sa femme chinoise le rejoigne sur le territoire des États-Unis. Et donc l'américaine qui arrive en Chine doit ramener cette femme aux États-Unis. Voilà. En parallèle de ça, il découvre, enfin l'inspecteur Chen découvre un corps dans un jardin chinois. Voilà. Voilà le point de départ. Je suis hyper contente de l'avoir lu. Franchement, ça se lit très très bien. Par contre, je préviens tout de suite, on est vraiment complètement dans la culture chinoise, complètement. Donc, si vous n'êtes pas familier de cette culture, si c'est une culture qui ne vous attire pas, ne lisez pas Visa pour Shanghai, vous n'y trouverez pas votre compte parce que là, comment dire, on est vraiment dans la culture chinoise, l'histoire chinoise. Il y a énormément de références au tai chi, à Mao, au petit livre rouge, au communisme, au yin et au yang, l'ambiance générale avec le communisme, avec les camps, avec la rééducation par le travail, tout ça. Si vous n'êtes pas familier ou si quelque chose simplement qui ne vous intéresse pas, je pense que cette série-là n'est pas une série pour vous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Le style, on peut le trouver un petit peu froid. Je pense que c'est aussi dû à la manière de raconter les histoires de nos amis chinois. Même si l'auteur vit aux États-Unis et puis a quitté la Chine il y a longtemps maintenant. Voilà, c'était une très chouette lecture. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans ce roman. Alors, ça ne m'avait pas choqué dans le tome 1, mais bon, peut-être que j'ai oublié depuis. Il y a une omniprésence de la nourriture en long, en large et en travers, au petit déjeuner, au dîner, au thé. Ils ne font que manger et boire. C'est tout le temps. Tout le temps. Donc, je ne suis pas spécialiste de la nourriture chinoise, mais en tout cas, c'est très présent. Je ne sais pas si c'est le cas de manière générale ou si c'est une fixation de l'auteur, mais en tout cas, c'est ultra présent la nourriture. J'ai retrouvé donc le côté froid au niveau de l'écriture, mais également au niveau du rythme. Il y a une espèce, toujours dans les romans asiatiques, cette espèce de petite langueur, une espèce de douceur de façade. Ça aussi, on va le retrouver, hein. On retrouve également les jeux d'influence qui sont très présents en Chine à cette période. On dit les choses sans les dire, sans heurter, sans laisser penser qu'on influence, mais on influence tout de même. Le parti est très présent, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms. C'est vrai qu'il y a une ou deux fois, j'étais un petit peu perdue parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, donc, voilà. Et même si je suis plutôt habituée aux noms asiatiques, quand il y en a vraiment beaucoup, au bout d'un moment, je suis un peu perdue malgré tout. Et donc il faut également savoir que ce roman va tourner principalement autour de la thématique des triades.
donc de la mafia chinoise. Donc à nouveau, si c'est pas une thématique qui vous intéresse, voilà, sachez-le avant de lire ce roman. Moi je suis pas une grande fan de cette thématique, mais c'est plutôt bien passé ici, et voilà, et du coup je lirai la suite avec grand plaisir, puisque j'ai enfin sorti ce roman qui était chez moi depuis 2016. Mais voilà, c'est vrai que c'est un roman qui est très comment dire, qui est très axé culture chinoise, donc voilà, il faut le savoir. Et puis j'ai sorti un roman qui n'était pas vraiment, je crois, dans ma pile à lire. Je sais plus si je l'avais mis ou pas dans ma pile à lire, mais j'ai eu envie. Alors j'ai dit banco, je le lis, et j'ai bien fait parce que je pense que ça a été une de mes meilleures lectures du mois. J'ai lu le tome 1 de la série Les Origines, donc de The Mortal Instruments, tome 1 qui s'intitule L'Ange mécanique de Cassandra Clare, publié chez PKJ. Alors, The Mortal Instruments, j'ai lu la trilogie principale il y a un petit moment, trilogie principale que j'avais trouvée sympathique, mais je suis pas très fan des personnages principaux. J'ai cru comprendre que les séries que l'autrice a écrites après, en dehors de cette fameuse série principale, sont de meilleure qualité. Donc je me suis dit, je vais au moins lire celle-ci, qui est une autre trilogie, et puis je verrai. Sachant qu'en plus, dans l'ordre de lecture préconisé de cette série, d'abord on a la première trilogie, et puis après il faut alterner les tomes 4, 5, 6 de la série principale avec cette trilogie-ci, un tome là, un tome là, le tome, donc ce tome 1 là, après le tome 4, le tome 2 de cette série, le tome 5, le tome 3 de cette série et le tome 6, voilà. Et je me suis dit, je vais démarrer puis on verra bien. Grand bien m'en a pris, c'était super. C'était vraiment super. Ici, on va rencontrer Tessa, une jeune demoiselle qui débarque à Londres. Elle a pour objectif de rejoindre et de retrouver son frère puisque leurs parents sont décédés tous les deux. À peine arrivée, Tessa va se retrouver enlevée par un duo de femmes et elle va se retrouver mêlée, malgré elle, à l'univers des chasseurs d'ombre. Les chasseurs d'ombre, ce sont des chasseurs qui protègent l'ensemble de la population de toutes les autres créatures, hein, puisque dans ce monde-ci, les créatures, les vampires, les loups-garous, voilà, les sorciers, tout ce genre de créatures existent, et donc les chasseurs d'ombre sont là pour protéger l'humanité. J'ai beaucoup aimé vraiment ce premier tome. Donc j'ai retrouvé, alors c'est du young adulte, hein, vraiment, donc j'ai retrouvé, comme dans The Mortal Instruments, au niveau du style d'écriture, c'est pas quelque chose d'assez incroyable, ça se lit très bien, c'est hyper rapide. En plus chez PKJ, c'est écrit très gros, donc même si ce sont des briquettes, il faut pas avoir peur parce que ça se lit super vite. L'autrice, dans ce roman, il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. J'ai retrouvé l'univers des chasseurs d'ombre que j'aime beaucoup, puisque dans la trilogie principale, même si je ne suis pas hyper fan de notre duo principaux, principaux, j'avais beaucoup aimé l'univers. C'est vraiment ça qui me fait continuer à lire cette série. Et là, l'univers, je l'ai retrouvé et j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire. Je préconise quand même d'avoir lu la première trilogie, effectivement, avant de lire ça. Parce que je trouve que finalement l'autrice elle donne peu d'explications sur l'univers des chasseurs d'ombre. Il y a des petits éléments comme ça qu'on retrouve, alors elle en donne quand même quelques-unes, mais c'est vrai qu'en ayant lu la trilogie avant, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà forcément sur le fonctionnement de l'univers des chasseurs d'ombre, sur quelques personnages qu'on va retrouver ici. Et voilà, elle donne quelques explications, mais ça reste assez rapide, donc moi je préconise quand même d'avoir lu la trilogie d'avant. Peut-être le film ou la série, peut-être que c'est suffisant, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai pas du tout été perdue, j'ai vraiment tout de suite raccroché l'histoire, les enjeux, etc. Ça s'est fait assez bien. J'ai trouvé aussi que les personnages étaient plus intéressants que dans la première trilogie. Hein. Je suis vraiment pas fan, hein, vous l'avez compris. Même si le schéma est assez classique, hein, mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus sympathiques, en tout cas ici, moins agaçants. Et voilà, je suis bien dans cet univers. J'ai pas forcément vu les retournements de situation, les événements arrivés et tout ça. C'était cool, franchement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire la suite et je suis vraiment ravie d'avoir aimé ce tome-ci qui était une lecture pas forcément prévue, mais qui m'a fait passer un excellent moment et je retournerai avec grand plaisir dans l'univers de The Mortal Instruments.
Et bien voilà, ce point lecture est maintenant terminé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des romans dont je viens de parler, si votre avis est similaire au mien ou pas du tout. Est-ce que vous avez beaucoup lu en décembre ou pas du tout? Il y a plusieurs teams en décembre. Hein. La team je lis beaucoup parce que j'ai du temps, ou je lis pas du tout parce que c'est les fêtes de fin d'année et je passe du temps en famille, entre amis, etc. Moi, vous l'avez vu, j'ai lu beaucoup plus qu'en temps normal et j'en suis absolument ravie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!